Merci de nous rejoindre sur Arc-en-Ciel Télévision. Madame, Messieurs, de partout vous nous suivez, bienvenue dans votre magazine qui est au service de votre bien-être. Pour ces nouveaux numéros, nous recevons pour vous le docteur Patrick Mutombo, avec qui nous parlerons de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, connaître ses signes pour mieux le prévenir. Bonjour docteur et bienvenue. Bonjour madame. Alors c'est un plaisir de vous avoir sur ces plateaux de santé. Avec vous, nous parlerons, comme je l'ai dit dès le début, que nous parlerons de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral. Alors, chaque année, 15 millions de personnes font un AVC vasculaire cérébral, dont 5 millions d'entre elles meurent et 100 millions souffrent d'une incapacité permanente, ce qui représente un poids pour la famille et aussi pour la communauté. Qu'est-ce qu'on entend par l'accident vasculaire cérébral? Merci beaucoup, madame, de l'intérêt que vous apportez d'abord sur ma propre personne, en nous invitant sur votre plateau télé afin de pouvoir donner un plus ou donner une petite contribution par rapport à cette thématique qui est bien entendu très importante parce que l'AVC à ce jour est un des premiers motifs de consultation ou d'hospitalisation dans notre service de neurologie. Oui. Alors, qui parle de l'AVC veut dire tout simplement accident vasculaire cérébral. Oui. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est la manifestation ou la survenue d'un événement ou d'un déficit neurologique qui survient de façon brutale, oui, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Et donc, par exemple, quelqu'un qui fait une paralysie qui survient de façon brutale. Jusqu'à preuve du contraire, cette personne fait un AVC. Quelqu'un qui perd plutôt l'audition, plutôt qui perd la vision, et qui perd la sensibilité ou qui se voit une sensibilité diminuée dans l'un de ses membres, symptomatologie ou tel événement qui survient de façon brutale. Et donc, on peut être en face ou se dire que nous sommes devant une personne faisant un AVC. Voilà. Oui. Alors, l'AVC est l'une des affections médicales les plus critiques. Quelle en est la cause? Merci beaucoup. Je pense que par rapport aux causes, je n'aimerais pas qu'on parle de causes, mais beaucoup plus, il faudra que l'on parle de facteurs favorisants. Oui. Nous avons plusieurs facteurs favorisants qui sont la base ou qui peuvent concourir à déclencher ou à donner un tableau d'un accident vasculaire cérébral. Essentiellement, je vais donner les causes les plus fréquemment rencontrées dans notre milieu et les plus fréquemment rencontrées dans notre pratique quotidienne. Oui. Nous avons en tête certains facteurs dits facteurs modifiables. C'est par exemple certains facteurs qui sont liés à l'hygiène alimentaire. Oui. Alors, il y a beaucoup de facteurs. Nous avons, par exemple, premièrement, nous avons l'obésité. Oui. La surcharge pondérale est un facteur de risque de l'AVC. Nous avons la dyslipidémie. Oui. En d'autres termes, ce que l'on appelle le mauvais cholestérol est un facteur qui peut déclencher un AVC. Nous avons l'hypertension artérielle. Les gens souffrant de l'hypertension artérielle peuvent se voir un jour développer un déficit neurologique appelé AVC. Oui. Nous avons le cardiopathe. Donc, les personnes qui font des cardiopathies peuvent se voir un jour développer un déficit neurologique appelé AVC. AVC, oui. Les consommateurs de substances, la consommation plutôt, de substances psychoaddictives telles que l'alcool, le tabac, le chanvre, le cannabis. Après un certain moment, ces personnes peuvent développer un AVC. Oui. Et donc, il y a beaucoup de facteurs et essentiellement, je vous donne d'abord ces quelques facteurs qui sont les plus couramment rencontrés dans la pratique quotidienne. Alors, un AVC peut être traité que s'il est pris en charge dans les 3 heures ou les 4 heures après les débuts de ces symptômes. Alors, comment pouvons-nous reconnaître ces symptômes? Merci bien. La reconnaissance de ces symptômes est très facile. Oui. Généralement, ceux qui font les AVC, qui s'accompagnent d'un déficit neurologique ou d'une paralysie, nous pouvons observer, nous pouvons observer cette paralysie premièrement au niveau de la face, donc au niveau du visage.
on va avoir une asymétrie du visage. Oui. Donc la personne aura une déviation soit de la bouche Oui. d'un côté. On peut avoir un membre qui ne bouge pas, ça veut dire le bras, Oui. ou le membre inférieur, la jambe, Oui. qui ne bouge plus. Et donc ça, c'est aussi une manifestation d'un AVC. Oui, oui. On peut avoir quelqu'un qui perd le langage, Oui, oui. qu'on appelle communément aphasie, Oui, ou carrément quelqu'un qui a du mal à parler et on dit qu'il est dysarthrique. oui. Et donc, lorsque vous êtes face à ces personnes, manifestations, oui. face à ces personnes qui font cette manifestation ou ces manifestations qui surviennent de façon brutale, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, il faut se dire que ces personnes font un AVC. Alors avant, l'AVC, c'était une maladie qu'on pouvait retrouver que chez des personnes âgées, mais actuellement, même une personne de 17 ans peut aussi avoir cette maladie ou cette affection. Alors les séquelles sont-ils les mêmes ou on peut se dire tout de suite que puisque c'est un jeune, avec les temps ça peut changer ou c'est la même, ça se réagit de la même manière sur tout le monde ou c'est un peu différent? Okay. Les manifestations sont les mêmes, que ce soit chez un jeune tout comme chez une personne adulte. Oui, oui. Certes, jadis l'AVC était l'apanage du sujet âgé. Oui. Cela a été lié à l'acquisition ou à l'évolution de certains facteurs de risque que l'on pouvait rencontrer avec un certain âge, Oui. avec la faiblesse ou certains organes de notre organisme cèdent avec le coût du vieillissement. Oui. Mais à ce jour, ce n'est plus le cas parce qu'il y a une migration, il y a un changement dans notre habitude de vie. Oui. C'est ce qui fait qu'à ce jour, nous pouvons bel et bien rencontrer l'AVC chez les sujets jeunes. Oui. L'exemple type, c'est que nous avons maintenant beaucoup d'hypertendus dans la tranche de 20 à 40 ans. Ça, ce sont des sujets jeunes. Nous avons beaucoup de personnes obèses dans la tranche de 20 à 40 ans. C'est des personnes qui sont également exposées à faire des AVC. Oui. Nous avons de jeunes gens qui sont dyslipidémiques, donc qui ont le mauvais cholestérol dans cette tranche de 20 à 40 ans. Et donc, ça, c'est un AVC du sujet jeune. Quant à ce qui concerne les manifestations, il n'y a aucune différence entre le sujet jeune et le sujet adulte. Comme vous venez de le dire, c'était un apanage de personnes âgées. Maintenant, là, on constate que même les jeunes peuvent avoir cette maladie. Alors, qu'est-ce qui favorise cette maladie chez les jeunes? Puisque c'était quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Voir un jeune atteint de l'AVC, ce n'était pas fréquent. Mais aujourd'hui, on peut quand même voir des jeunes atteints de cette maladie-là. Oui, c'est comme je venais de le dire. Parce qu'il y a une migration, il y a un changement. Vous avez parlé de facteurs favorisants. Oui. C'était un peu de manière globalisante. Mais là, on aimerait savoir qu'est-ce qui fait en sorte que avant les jeunes ne pouvaient pas souffrir de cette maladie-là. Maintenant, on se rend compte qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, les jeunes en souffrent aussi et c'est devenu un peu fréquent. Oui, oui, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'est parce que la balance s'est un peu inversée. Exactement. Et donc, le de risque que l'on pouvait vraiment avoir à un certain âge avec l'épuisement ou avec le poids de l'âge, ces facteurs de risque sont maintenant développés de façon anticipative. Comme je l'ai dit tantôt, prenons juste l'exemple de surpoids. Oui. Essayez de circuler sur la ville de Lubumbashi, vous allez voir combien de sujets jeunes sont en surpoids. Oui. Combien de sujets jeunes sont obèses. Oui. Essayez de circuler dans cette ville de Lubumbashi, observez combien de sujets jeunes prennent de l'alcool, prennent du tabac. Et la prise de l'alcool et du tabac sont autant de facteurs de risque qui peuvent concourir au déclenchement de l'AVC. Oui. Et donc, c'est juste que la balance des facteurs de risque tend à s'inverser et que ces facteurs de risque sont maintenant et aussi observés beaucoup plus chez les sujets jeunes. Alors, parlons de l'anxiété et du stress. Est-ce que ces deux facteurs, ces deux maladies, peuvent-ils aussi favoriser un AVC? Parlant de l'anxiété et du stress, si ces facteurs peuvent favoriser un AVC... Est-ce que les parents disent non, il ne faudrait pas trop stresser ou trop être pensive parce que tu risquerais d'avoir un AVC? Maintenant, là, on aimerait un peu éclaircir si c'est réellement, c'est vrai ou si c'est encore, c'est flou en tout cas. Oui, de façon indirecte, de façon directe, je dirais non. Oui. Mais de façon indirecte, je dirais oui. Oui. Pourquoi? Parce que lorsque vous développez de l'anxiété, vous êtes à tout le temps stressé
vous allez développer un de facteurs de risque. Essentiellement, vous ferez une hypertension artérielle qui peut vous conduire un jour à faire un AVC. Et donc, de manière indirecte, je dirais oui. Un stress, une dépression, une anxiété, surtout stress et anxiété qui sont vécus au long cours, après un certain moment, rassurez-vous que vous allez développer une hypertension artérielle, voire le diabète qui vont, au finish, aboutir à un AVC. D'accord. Alors, docteur, quels sont les signes alarmants d'un AVC? Puisque vous nous avez parlé de facteurs favorisants, c'est vrai, on est normal là. Du coup, comment pouvons-nous aussi réagir quand on voit notre proche, par exemple, manifester ces signes? Merci. La première des choses qu'il faudra faire lorsque vous êtes face à une personne qui fait un AVC... Bon, on parle d'abord des signes. Ah, d'accord. Les signes alarmants, donc les signes, là peut-être, vous voulez dire les signes de gravité d'un AVC? Exactement. Ah oui. Si vous avez par exemple quelqu'un qui développe un tableau de coma, qui était là, qui se plaignait de céphalée, et qui du coup développe un tableau de coma qui est d'installation brutale. Oui. OK? Oui. Et que vous allez à l'hôpital, on fait un scanner, on vous dit, waouh, il a fait un AVC. Oui. Parce que l'AVC, donc l'accident vasculaire cérébral ne peut être confirmé qu'après avoir réalisé un scanner cérébral. Oui. Mais si vous êtes face à une manifestation qui est très brutale, telle qu'un coma qui se développe de façon brutale, ah oui, sachez que vous êtes peut-être probablement devant un AVC qui est très grave. Et donc, il faut amener le patient rapidement à l'hôpital. Parlons un peu de ce qui n'est pas grave, ce qui est un peu basique. Parce que c'est vrai, on peut manifester des symptômes. Par exemple, comme je venais de le dire, parlons par exemple de la malaria. Déjà, quand on voit quelqu'un qui est un peu fiévreux, là, on peut dire tout de suite que ça peut être aussi l'un des symptômes de la malaria. Maintenant, parlons de l'AVC, des signes qu'on pouvait peut-être voir. Si, par exemple, je ne suis pas médecin, je ne suis pas personnel médical, je ne sais pas, en tout cas, je vis avec une personne ou mon conjoint à la maison, et voilà, elle manifeste par exemple des gestes, comme vous venez de dire, un coma. Là, c'est un coma, c'est encore grave parce que là, on peut tout de suite se rendre à l'hôpital. Mais s'il y a des signes, par exemple, basiques, on peut se dire tout de suite que cette personne pourrait aussi être, ça peut aussi être un AVC, mais c'est au tout début. D'accord, merci bien. Il y a, parce que nous adressons à un auditoire qui est tout à fait polymorphe, et donc, avant peut-être d'arriver au stade de AVC constitué, il y a ce qu'on appelle les AIT. En fait, ce sont des tableaux des AVC, des accidents vasculaires cérébraux, qui peuvent s'installer au bout de quelques temps et puis se résorber. Bon, le signe le plus banal que vous pouvez remarquer, je peux citer ici une discrète déviation de la bouche. Tout est discrète. OK? Vous avez une petite déviation de la bouche, avec une petite plainte telle que la faiblesse, une petite faiblesse au niveau de son hémicorps contralatéral par rapport à la déviation de la bouche. Vous voyez? Il vous dit, non, et attends, je sens que mon hémicorps gauche ne fonctionne pas bien. Je sens qu'il y a une petite lourdeur. Ça, c'est un signe qui semble bénin, mais qui peut révéler un AVC. Par exemple, quelqu'un qui vous dit, écoute, je sens que la sensibilité, mon membre, l'hémicorps gauche ici, je ne le sens pas bien, comme celui droit. Et cette manifestation ou symptomatologie s'est installée de façon brutale, ça peut vous faire penser à un AVC. C'est un peu bénin, mais il faut y penser. Alors, comment s'est fait la prise en charge d'une personne qui est déjà atteinte de l'AVC? Merci bien. La première des choses, c'est que quand il y a AVC, il faut confirmer cet AVC. Donc, il faut amener le patient à l'hôpital. Dans des grandes structures de la place, vous pouvez amener le patient, ils seront pris en charge. Et donc, c'est par là qu'ils vont confirmer s'il s'agit réellement d'un AVC. Ils vont faire un scanner cérébral qui va montrer si c'est un AVC qui est soit hémorragique, soit ischémique. Hémorragique, ça veut dire qu'il y a le sang, il y a le vaisseau qui vascularise le cerveau, qui vont se rompre dans le cerveau et répandre le sang au niveau du cerveau. Ischémique, ça veut dire c'est le vaisseau qui vascularise le cerveau qui vont se boucher et empêcher le passage du sang d'un point A vers un point B. Et donc ça, il n'y a que le scanner qui peut confirmer. Alors, la prise en charge vraiment de façon urgente, c'est que il faut amener le patient à l'hôpital. Et le médecin l'ayant reçu, il y a des mesures d'urgence qui seront mises en place en fonction de la nature de l'AVC, que ce soit ischémique tout comme hémorragique.
Pour ce qui concerne la communauté, tout ce que nous pouvons demander, c'est d'amener le patient le plus vite possible à l'hôpital parce que le cerveau, c'est le temps. Et la prise en charge dépendra de la nature de cet AVC et des personnels qui sont qualifiés par rapport à cette matière qui pourront adopter telle ou telle pratique en fonction du tableau de patient. Alors, y a-t-il des mesures à prendre pour réduire les risques d'un AVC? Merci. Il y a des mesures à prendre pour réduire la survenue de l'AVC. Ça veut dire tout simplement qu'il faudra une prise en charge ou une sensibilisation correcte par rapport à tout ce dont on a cité ici comme étant les facteurs, les différents facteurs de risque. Parce que pour prévenir cet AVC, ça veut dire qu'il faut prévenir la survenue ou l'installation de tous ces facteurs de risque. Et donc, vous avez le diabète, vous avez la dyslipidémie, vous avez la prise de l'alcool, vous avez l'hypertension. Si vous êtes hypertendu, il faut vous faire traiter efficacement. Ne pas prendre les médicaments de façon sporadique et vous dites, lorsque la tension est stabilisée, j'arrête, donc elle monte, je vais reprendre mon traitement. Si vous êtes diabétique, faites-vous suivre par votre diabétologue. Et c'est lui qui va vous donner les conseils par rapport à l'évolution de votre diabète. Les consommateurs de substances psycho-addictives telles que alcool, tabac, chanvre. Je ne dirais pas d'emblée qu'il faudra arrêter, mais il faut se faire consulter, il faut se faire aider par le médecin en la matière avec les psychologues pour un accompagnement afin de pouvoir réduire et arrêter au terme de la prise en charge pour agir de façon efficace sur les différents facteurs de risque. Et à côté de ça, il faut une pratique physique ou l'exercice physique très régulière. Quand on mange, il faut manger et bouger. Donc, vous mangez, vous bougez et vous pouvez prévenir tous ces facteurs de risque. Voilà, nous venons de parler déjà de la prévention, déjà que ça arrivait. Alors, l'AVC reste l'une des premières causes d'handicap à l'âge adulte et aussi la première cause de décès chez la femme devant le cancer de sein. Alors, puisque vous nous avez parlé de la prévention, y a-t-il des gestes à faire au quotidien pour maintenir sa santé en équilibre et aussi éviter un risque d'AVC? D'accord. Merci bien. Pour maintenir sa santé en équilibre et éviter le risque d'AVC, c'est qu'il faudra agir sur les différents facteurs de risque en mangeant moins gras, moins salé, moins sucré et à côté de ça, associer la pratique de l'exercice physique. Les tout mis ensemble, je pense que c'est un bon paquet pour vous permettre d'éviter la survenue de cet AVC. Merci beaucoup, Dr Patrick, d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien. Madame, Messieurs, c'est la fin de votre magazine Santé d'abord, une émission qui était au service de votre bien-être. Vous avez la possibilité de retrouver ces magazines sur nos différentes plateformes Arc-en-Ciel, RTV officiel. Surtout, prenez soin de vous et au revoir.